On se retrouve aujourd'hui pour parler de la thématique de la communication. On a pu parler la dernière fois d'une thématique un peu plus psychologique, un peu plus avancée, poussée, qui correspond à la compréhension des individus et notamment aux langues qu'on peut utiliser pour pouvoir communiquer avec eux. Là, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, qui peut être compris sous différentes formes aussi. C'est la communication déclinée en 3 formes donc. D'un côté, communication verbale, ensuite communication paraverbale et enfin communication non verbale. Certains d'entre vous auront déjà vu ou entendu parler des pourcentages représentés par ces communications respectivement. D'un côté, on a 7% de notre communication qui va être verbale, 38% pour le paraverbal et 55% pour le non-verbal. Alors, il y a des études qui vont amener à cette direction, d'autres à l'inverse qui vont être plutôt restreintes et nier un petit peu ces faits-là. Ce qui va être intéressant avec ces pourcentages-là, c'est que ça ne va pas indiquer qu'on doit communiquer exclusivement avec l'un ou l'autre, mais venir vraiment mettre en lumière la complémentarité de ces différentes formes de communication. Et c'est aussi le but de cette discussion aujourd'hui, c'est voir un petit peu comment est-ce qu'on peut compléter une forme de langage initialement qui pourrait être partielle, c'est-à-dire en tout cas une compréhension du langage et de la communication uniquement au travers du prisme du verbal, avec le champ lexical, avec les mots, mais vraiment pour étoffer un petit peu notre communication, être amené à impacter le plus grand monde. Parce que en prenant le temps de travailler sur sa communication paraverbale d'un côté et non verbale de l'autre, on va forcément toucher beaucoup plus les gens et faire en sorte d'obtenir de ce que l'on veut. Parce qu'on retrouve toujours la finalité en fait dans les interactions qui va être de chercher à obtenir quelque chose d'une manière ou d'une autre de l'autre personne. Peu importe que ce soit avant tout dans son intérêt ou dans le nôtre, donc que ce soit vraiment purement 100% égoïste, ou alors que l'autre personne puisse y trouver un intérêt, quoi qu'il arrive, on cherche à déclencher quelque chose. Comme on dit, on ne communique pas par hasard. Il y a toujours une raison. Et vous aider à comprendre donc les différentes facettes de la communication pourra vous aider aussi à obtenir ce que vous souhaitez. Commençons directement avec la communication verbale, qui, comme on l'a dit, représente 7% de la communication au total, ou en tout cas des facteurs de communication totaux, sachant que la communication verbale va toucher exclusivement à l'emploi de différents mots au sein de votre propos. Je m'explique, on va dire dans la phrase « le soleil brille aujourd'hui », le soleil brille aujourd'hui, tous les mots qui ont été employés dans cette phrase touchent au langage verbal. Le langage verbal, c'est un petit peu le moteur de notre communication. Parce qu'effectivement, il faut savoir que lorsque l'on va penser, réfléchir donc, on va penser aussi et surtout sous forme de mots. Sous forme de mots parce que les images qui vont nous venir vont être associées à des mots. Parce que les mots sont associés à des concepts. Concepts que l'on connaît. Ce qui veut dire que l'impact des mots est quand même indéniable. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que, étant donné que c'est seulement 7%, c'est minime et on devrait l'oublier ou faire en sorte de se concentrer plutôt sur le paraverbal ou le non-verbal, c'est faux. Il y a toujours un intérêt à travailler sur le verbal et notamment dans différents contextes qui ont de l'importance, contexte professionnel, mais aussi dans le cas de ce que l'on va voir, le contexte des relations entre hommes et femmes. Pour revenir sur le sujet de communication verbale, les mots employés, donc on le sait, représentent le verbal. Maintenant, quelles en sont les déclinaisons ? Déjà, on a vu que le champ lexical pouvait varier en fonction des individus. Si on a été éduqué d'une certaine manière, c'est-à-dire par exemple avec des parents qui étaient hautement éduqués, des professeurs notamment d'université, sûrement qu'à la maison, on va avoir eu le droit à un niveau de langage bien plus élevé, bien plus soutenu que l'on ne pourrait le retrouver si les parents étaient de classe sociale plus basse, ou en tout cas moins éduqués, disons.
Forcément, donc ça pose un cas de conscience. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport au langage? Non, on ne l'est pas. Par contre, en comprenant qu'on n'est pas égaux, on peut faire en sorte de mieux travailler sur nos faiblesses et derrière venir compléter celles-ci pour qu'elles deviennent des forces. Et c'est aussi le sujet. Donc lorsque vous avez le temps à consacrer en tout cas au travail de la linguistique, de votre langue, que ce soit le français ou une autre, prenez-le en considération. Un des meilleurs éléments pour venir renforcer votre vocabulaire et communiquer avec plus de facilité, ça va être de lire. La lecture, même de romans, vous aidera à étoffer votre vocabulaire pour pouvoir avoir un vocabulaire donc plus fourni et communiquer avec différents types de personnes. La culture générale est régulièrement la clé du savoir. Parce que, et on conclura là-dessus pour la partie verbale, si vous êtes en capacité de communiquer avec le plus de monde, vous serez donc capable d'être flexible, peu importe la situation, et en considération des implications. Donc comme on le disait dans le contexte, employer un langage, donc un vocabulaire qui va être adapté. Si vous êtes en train de faire un discours devant 50 personnes que vous ne connaissez pas par exemple, ou même de manière plus simple, si vous devez vous exprimer dans un bureau administratif, donc de manière polie avec la réceptionniste. Peu importe le cadre, il y a un contexte à respecter. Ça c'est pour le langage verbal. Le langage paraverbal maintenant, qui se définit sous 3 grands aspects. On l'appelle aussi d'ailleurs la prosodie. La prosodie, qui est l'appréciation de la langue sous la couture du vocal. C'est-à-dire tout ce qui ne touche pas au vocabulaire, aux mots en eux-mêmes, et tout ce qui ne touche pas non plus au langage du corps, donc exprimé par les gestes. Tout ce qui touche à la voix, c'est le langage paraverbal. 38% cette fois-ci, et les implications vont être conséquentes. Si jamais on considère que le langage verbal, ça correspond à l'abscisse étant donc la longueur, alors le langage paraverbal comprendra à l'ordonnée, ou correspondra à l'ordonnée, donc la hauteur. Ce qui va donner vraiment de l'amplitude à notre message. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être impactant et notamment qu'on va réussir à susciter chez l'autre personne une réaction ou même une action, tout simplement? Ça va être si on arrive à susciter de l'émotion, à mettre de l'émotion dans notre propos, que ce soit nous-mêmes en y mettant de l'émotion ou alors en venant obtenir de l'émotion de la part de l'auditeur. C'est la différence entre discours émotionnant et émotionné. D'un côté, on va faire en sorte d'impacter émotionnellement l'auditeur, et de l'autre, on va être nous-mêmes impactés émotionnellement. Donc là, un grand impact du langage paraverbal qui va être de pouvoir toucher émotionnellement et aussi de réussir à convaincre de la justesse de notre propos. Parce que la force d'un argument ne va pas se situer exclusivement dans l'aspect rationnel, mais avant tout, en tout cas de manière prédominante, dans l'aspect émotionnel. Parce que on se veut toujours plus rationnel, et les études ont prouvé que dans notre capacité de décision, on avait toujours besoin d'impliquer les émotions. 3 grands aspects de cette prosodie, pour venir compléter ce propos. Le premier étant le ton, le deuxième étant le volume, le troisième étant le débit. Ton, volume, débit, ou ton, volume, rythme, on peut aussi dire. Le ton qui correspond à la hauteur que l'on prend pour parler. Par exemple, là je parle haut, et là je viens descendre progressivement dans le grave. Ça c'est pour le ton. Le volume, c'est savoir si je parle vraiment fort comme ça, ou alors que je viens prendre une toute petite voix qu'on n'entend quasiment pas. Et enfin, le débit de parole, qui pareil va venir toucher à est-ce que je vais parler très vite comme ça où on ne comprend pas ce que je dis, ou bien est-ce que je vais prendre le temps d'épeler presque chaque mot, en tout cas de prononcer chaque syllabe correctement. Vous voyez,
Encore une fois, l'impact n'est pas le même et il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose, c'est-à-dire que toujours parler lentement, toujours parler rapidement, toujours parler fort ou de voix faible. C'est vraiment, encore une fois, en fonction du contexte. Et donc, comment travailler là-dessus? Il s'agira de s'enregistrer en train de parler de manière naturelle et de voir si on arrive à susciter les émotions que l'on souhaite. Si c'est le cas, dans ce cas-là, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il s'agira de comprendre pourquoi et comment, en employant donc des variations de ton, de volume et de débit, est-ce qu'on peut toucher encore plus facilement notre public. Donc que ce soit une personne ou plusieurs. Et maintenant, on va venir au dernier point. Le dernier point, ça va être le langage non verbal, body language en anglais. C'est 55%, comme on l'a dit, de notre communication. Et comme on l'a disait aussi tout à l'heure, si le langage verbal c'est l'abscisse et que le langage paraverbal c'est l'ordonnée, alors le langage non verbal ce sera le Z. Le Z, c'est-à-dire la profondeur. Effectivement, si on vient donner de la hauteur, de l'amplitude à notre langage avec le paraverbal, on viendra donner de la profondeur à celui-ci avec notre non-verbal. Là d'ailleurs on peut remarquer que, étant donné que je tiens la caméra, je ne peux pas vraiment appuyer mon propos avec du non-verbal. Donc je fais en sorte de bien appuyer mon propos avec le paraverbal. Sans quoi je ferai de grands gestes des mains qui permettraient de bien appuyer ce que je dis. Donc, pour le non-verbal, ça va correspondre à tout le reste en fait. Donc il ne va être délimité que par l'ensemble des gestuelles, conscientes, inconscientes, que l'on va avoir, donc qui apparaissent sur tout notre corps. Ça veut dire que ça peut toucher de la tête aux pieds. La seule chose que ça ne constitue pas, comme on le disait, c'est la voix et les mots. Donc effectivement, là où on avait un axe qui est le champ lexical pour le langage verbal, 3 axes pour le paraverbal, on va en avoir une multitude, donc c'est multifactoriel ici, pour le non-verbal. Qu'est-ce que ça implique dans ce cas-là? Ça implique que la maîtrise est beaucoup plus complexe et donc prend beaucoup plus de temps. Il s'agira de commencer par comprendre comment les gestes de nos visages peuvent trahir des intentions qui sont parfois différentes des mots que l'on emploie ou même du ton de voix qu'on va avoir. Donc venir s'observer, peut-être voir si on a des tics de visage, demander à ses proches si on a des tics de visage qui viennent trahir un petit peu certaines fois, par exemple quand on ment, ou alors quand on est triste ou dérangé, pour pouvoir derrière travailler dessus. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de supprimer, et ça n'a pas de sens, supprimer toute forme de gestuelle qu'on peut avoir, ou même de micro-expression on pourrait dire sur le visage, sauf si vous êtes joueur de poker. Dans ce cas-là, effectivement, il y a un intérêt. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est juste de travailler sur la compréhension de ces signes, d'un côté, et venir utiliser les bons signes au bon moment. Au même titre qu'on disait donc par rapport au langage paraverbal que si c'est bien utilisé, ça va venir appuyer notre propos, et si c'est mal utilisé, ça sera donc de l'ambiguïté et de malentendu qui vont apparaître. Pour le non-verbal, ça va venir nous trahir de manière beaucoup plus subtile à celui qui arrive à comprendre parfois le contexte ou l'intention de notre prise de parole qui va être différent de ce que l'on montre. Il faut savoir que ce n'est pas limité à celui qui comprend. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui naturellement vont être très sensibles aux énergies, aux fluctuations un petit peu d'énergie, qui va faire qu'ils vont pouvoir sentir quand il y a une incohérence dans le discours entre donc ce qui est dit et ce qui est montré par le corps. Ça, si vous êtes perceptif et que vous faites attention à la personne en face de vous, vous allez pouvoir voir ces légers changements, soit les observer donc de manière concrète, soit juste sentir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans tous les cas, si on parle de vous, effectivement, ça peut poser problème. Parce que si vous essayez de mentir, par exemple, même si c'est pour un bon mensonge, un mensonge qui va venir permettre à quelqu'un de se sentir mieux, de réconforter quelqu'un, imaginons que la personne, elle voit, elle perçoit, elle sent que vous n'êtes pas sincère. Ça va venir empirer la situation. Donc, comment est-ce qu'on va travailler là-dessus? Le premier principal aspect, ce sera de se renseigner sur
les différentes micro-expressions qu'on peut avoir et essayer d'obtenir un retour de la part de nos proches. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'elle peut être, c'est de venir étudier l'ensemble des gestes qui trahissent des émotions négatives, type de l'anxiété, de la tension, de la colère, de la tristesse, et venir faire en sorte de les conscientiser, notamment lors d'une méditation par exemple, ou d'un travail sur soi, une introspection, pour que la prochaine fois que ça se reproduit, vous puissiez être alerte, dans le sens remarquer. Parce que dès le moment où vous remarquez quand ça se passe, vous serez capable de vous reprendre et de l'éviter au bout de 2 ou 3 fois. Pour conclure, pour l'intérêt de cette communication qui va être tridimensionnelle, donc verbal, paraverbal, non verbal, l'influence qu'on peut avoir est énorme. Et la plupart des astuces ou des choses qui vont faire que l'hypnose va fonctionner, ça va être lié intrinsèquement à l'utilisation d'un langage paraverbal et d'un langage non verbal très pertinent, ainsi que le langage verbal bien sûr, mais l'ensemble des trois, qui va venir créer ou stimuler le niveau de suggestibilité de la personne. C'est-à-dire que une personne qui ne va pas forcément être facilement influençable ou on va dire suggestible dans le milieu de l'hypnose va peut-être prendre plus de temps à tomber dans un état d'hypnose, mais avec le bon contexte, en faisant en sorte de dépasser la barrière du stress de la personne et donc de venir la mettre à l'aise, derrière on peut être tout à fait capable de lui faire comprendre des choses absurdes. Là c'est dans le cadre de l'hypnose, mais à l'échelle de chacun, de tout un chacun, ça peut être simplement le fait de réussir à convaincre quelqu'un d'aller manger avec nous dans un restaurant alors qu'il de base il ne veut pas ou qu'il voulait un autre restaurant. Donc les applications sont multiples et je ne saurais que trop vous recommander que d'étudier le sujet, travailler sur votre communication, parce que dans un monde interconnecté comme le nôtre, tout n'est qu'à un pas. On est à un pas les uns des autres, nos cerveaux sont tous connectés par l'inconscient, et donc chacun est capable d'influencer, en tout cas à celui qui sait s'y prendre.